Not too bad. Journée de drama à l'Open d'Australie. Novak Djokovic frôle la catastrophe en perdant une nouvelle fois le contrôle. Je comprends pas comment Novak continue à nous faire ce genre de frayeur. Il est passé à 2 doigts de la catastrophe là, sans déconner. C'est l'une de tes dernières chances de remporter un grand chelem et tu commets des erreurs encore comme ça. On va disséquer la séquence d'ici quelques instants. Je comprends pas Novak parfois. Sinner crampé et sauvé par le toit alors qu'il était secoué par Speedziri. On a vécu quelques petites théories sur les réseaux sociaux. On va tout clarifier dans cette vidéo. N'hésite pas à claquer ton meilleur pouce et à t'abonner pour ne rien manquer de la suite du tournoi. Et on attaque juste après un petit mot du sponsor. CyberGhost VPN est le partenaire de cette vidéo. Que ce soit chez vous ou en déplacement, CyberGhost VPN vous permet de créer un tunnel de navigation privé pour vous protéger des regards indiscrets et naviguer en toute sécurité. En Big 2026, c'est un outil essentiel, je vous en parle depuis longtemps maintenant, un outil plébiscité par plus de 38 millions d'utilisateurs. Pour l'utiliser, rien de plus simple, en un clic, vous changez votre adresse IP vers les États-Unis, le Japon ou tout autre pays de votre choix et ça vous permet même de débloquer les contenus géolocalisés de toutes les plateformes de streaming, Netflix, Prime Video ou Disney+. En Suisse, en Belgique ou au Royaume-Uni, vous avez des sports qui sont diffusés gratuitement alors qu'ils sont payants en France. Eh bien, grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à ces diffusions gratuites en changeant de pays. Autre atout non négligeable, la France a bloqué certains sites réservés aux grands garçons et aux grandes filles et grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez outrepasser ça. Ne subissez plus ces blocages complètement aléatoires et gardez votre activité privée et sécurisée en toutes circonstances. Pas besoin de prendre 10 000 abonnements, un seul te suffit à sécuriser jusqu'à 7 appareils en même temps, que ce soit ton téléphone, ton ordinateur ou ta console de jeu. Avec mon super lien dans la description, tu bénéficies d'une réduction de 83% sur l'abo et tu obtiens 4 mois gratuits. Et si tu n'es pas satisfait, tu as 45 jours pour te rétracter et tu bénéficies d'un support client dispo nuit et jour pour répondre à la moindre de tes questions. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser la chaîne. Un abonnement de votre côté à CyberGhost VPN, c'est un soutien essentiel à Service Volé, alors n'hésitez pas et nous on retourne à la vidéo. Allez, on attaque avec la première analyse, le miracle de Jannik Sinner qui a eu très chaud cette nuit face à Elliot Speedziri. Non, désolé, c'était pas Elliot Speedziri, c'était Carlos Speedziri qui nous a fait un premier set, la qualité, le niveau de jeu hallucinant. Il a pris Jannik Sinner à son propre jeu, il a coupé les trajectoires, il a balayé aussi le court. Par exemple, dans ce jeu du débreak, il va fixer d'abord sur le revers, ensuite il va pas hésiter à partir plein champ sur le coup droit. Et tandis que Sinner réalise un nouveau break au milieu de cette première manche, Speedziri qui va débreaker dans la foulée, Sinner qui nous réalise 4 fautes directes dans cette séquence, 14 fautes directes au total dans le premier set, et on sent que l'action des jambes, elle est pas terrible. Habituellement, c'est un joueur qui mouline beaucoup, qui est superbement bien placé sur chacune de ses frappes, et là, dès le début de la partie, on sent que les conditions très sèches et chaudes ont un impact sur lui, mais ça, c'est la faiblesse historique de Jannik Sinner. On avance, on est dans le 9e jeu de la première manche, Elliot Speedziri qui va continuer son assaut, qui va monter 2 fois au filet, magnifique montée, là, bien suivi, belle construction, et aussi belle finition à la volée avec une belle petite volée claquée, et rebelote au début de la deuxième manche, break pour Elliot Speedziri, c'est vraiment Carlos Alcaraz, là, j'hallucine avec des montées à contre-temps, avec des belles petites volées bien contrôlées, bien courtes ici pour attirer Jannik Sinner dans un premier temps vers l'avant et le terminer dans un deuxième temps. Il y a un niveau de maîtrise et il y a une qualité tennistique du côté de l'américain qui est franchement fabuleuse. Et c'est à cet instant, quelques minutes plus tard, après un débreak, que Jannik Sinner va rentrer enfin dans son combat, qui va exprimer, libérer certaines de ses émotions. On sent que les conditions, c'est pas du tout des conditions favorables pour son style de jeu. Il a du mal à rentrer dans cette partie. Speedziri qui fait un match impeccable. Et en futur grand champion de ce sport, l'Italien qui sait que c'est à cet instant qu'il doit hausser le curseur de 5-10%, hausser l'intensité de ses frappes, et c'est très manifeste à partir de ce jeu-là. Je trouve que même déporté, on voit que Jannik Sinner essaye de rester dans l'échange, essaye de proposer une qualité de frappe sur laquelle Speedziri ne peut plus vraiment attaquer. Et alors que Sinner est mis en difficulté régulièrement derrière sa deuxième balle, il va trouver 3 énormes premières balles sur des balles de débreak, et notamment ici, on est à 5-3, Speedziri pourrait recoller, il va trouver un ace extérieur fantastique. En recollant un 7 partout, l'Italien qui a évité l'hémorragie, mais malgré tout, à 2-1 au changement de côté, on comprend bien que ça commence à se durcir au niveau du bras, au niveau des jambes. Sinner qui est pris de crampes généralisées à cet instant, qui est vraiment dans les cordes. Speedziri qui semble le tenir. L'Américain qui réalise le break et l'Américain qui se fait couper, sectionner dans son élan. Et là, on a lu toutes les théories possibles sur les réseaux sociaux, toujours
très malin, très pertinent, évidemment Twitter et compagnie. Alors la réalité c'est qu'on avait dépassé le seuil pour conserver le jeu à l'extérieur, donc on a dû fermer le toit. Alors le timing évidemment il n'était pas propice pour Speedziri, ça a très nettement été à l'avantage de Yannick Sinner, mais on peut pas reprocher au tournoi d'appliquer strictement le règlement et de le faire non seulement sur ce match, mais sur tous les autres matchs. Après 6 minutes d'interruption pour fermer le toit, Sinner qui était évidemment pas remis à 100% et qui a donc employé une stratégie très maligne à cet instant, un petit peu à l'image de Novak Djokovic l'année dernière contre Carlos Alcaraz, c'est-à-dire qu'il a employé une stratégie kamikaze, ultra agressive, encore plus agressive que d'habitude. Ici sur deuxième balle, il va s'engager pleinement et tenter le coup gagnant. Mais on sent quand même qu'à partir de cette interruption, l'élan vertueux d'Elliot Speedziri va lentement s'éroder jusqu'à la fin de la partie, avec 2 balles de break, encore un pour l'américain, un deuxième service au corps de la part de Yannick Sinner, et ici une retenue un petit peu coupable sur ce revers. J'évoquais la retenue d'Elliot Speedziri, parlons du jeu du match, le 9e de ce 3e set. On est vraiment dans l'intensité du combat à quasiment 3 heures de jeu. Yannick Sinner qui est en train de reprendre un tout petit peu vie, mais pas encore tout à fait. Elliot Speedziri qui doit jouer 15 points sur son jeu de service et qui finit logiquement, j'ai envie de dire, par craquer sur une deuxième balle qui sort de quelques centimètres. Vous le savez peut-être, je suis un fervent défenseur de la santé des joueurs, donc c'est très bien qu'on ait des règles comme ça de chaleur qui protègent les joueurs. Là clairement c'était à l'avantage de Yannick Sinner. Par contre, qu'on interrompe le jeu pendant 10 minutes alors qu'on a déjà fermé le toit au milieu de la 3e manche à l'issue du 3e set, ça je comprends pas. Je pense que c'est une règle qui fait doublon. D'ailleurs en fait il pourrait sortir 5-6 minutes. Non, là le fait d'imposer une pause de 10 minutes, de permettre à Yannick Sinner limite d'aller prendre une douche, je trouve que c'est légèrement abusé. Speedziri qui encore malgré tout va réaliser le break en premier dans la 4e manche, mais le contrôle mental, la gestion des momentum, la gestion des temps faibles de Yannick Sinner qui a été impeccable, bien guidé aussi par Darren Cahill qui a su le calmer dans la 2e manche, dans la 3e manche quand ça allait pas. Ça montre aussi à quel point c'est important d'avoir des gens de confiance autour de soi, de pouvoir se reposer sur eux aujourd'hui dans le tennis moderne où le coaching est autorisé. Est-ce que c'est une bonne décision ou pas? Moi je suis contre le coaching et contre ces discussions. En tout cas Yannick Sinner qui s'en sort miraculeusement. Autre dramounet, c'était en night session entre Novak Djokovic et Botic van de Zandschulp avec un début de match franchement canon. Moi j'étais halluciné de voir un Novak Djokovic qui tenait sa ligne fermement ici. Ici, vous le voyez sur un +1 en revers, qui nous a fait une masterclass pendant un set. Double break dans la 2e manche. Novak qui nous a encore montré sur ce match qui conserve une qualité de main défensive qui est prodigieuse, de contre, capable de faire étirer les échanges, de forcer son adversaire à craquer. Et à l'image de ses 2 premiers matchs sur ce tournoi, tous les signaux étaient au vert sur ce début de partie, avec encore une course fabuleuse, un passing complètement monstrueux. Vous le voyez limite s'allonger sur le court pour passer Botic ici dans cette position. 1h24 de jeu et on arrive au dramounet de cette partie alors qu'il a remporter le point alors qu'il est devant au score, même s'il s'est fait débreaker. Novak Djokovic qui va faire n'importe quoi, et c'est pas la première fois en plus sur ce tournoi où, alors qu'il gagne le point, la balle sort, il satellise la balle sans regarder, sans faire attention. La balle qui arrive à, je sais pas, 70 cm, 60 cm de la tête de la ramasseuse de balles. S'il touche la ramasseuse de balles, il faut le savoir, il est disqualifié sur le champ. Et il n'y aurait aucune contestation possible. En plus, pour un gars qui a été disqualifié à l'US Open en 2021 en tirant une balle comme ça un petit peu au hasard, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Alors je sais pas si vous adorez Novak Djokovic, expliquez-moi peut-être pourquoi Novak fait ça. Est-ce qu'il était en contrôle? Non, je crois pas. Non, pas du tout. Franchement, c'est une grossière erreur de sa part. Il a eu très très chaud. Et je veux bien d'ailleurs votre avis sur la question dans les commentaires. Et je comprends aussi la raison pour laquelle certains sont encore un peu sceptiques sur Novak, malgré le fait qu'il ait gagné le cœur du grand public depuis 1 ou 2 ans maintenant, parce que ça reste l'essence de ce joueur. C'est un joueur qui est beaucoup trop nerveux parfois, beaucoup trop colérique. Et à partir du milieu de la 2e manche, le match qui va tourner, Novak qui va se bloquer au niveau de la cheville 2 fois, qui va se faire traiter d'ailleurs quelques instants plus tard, et vous le voyez, Djokovic qui a une petite ampoule au niveau du gros doigt de pied. Désolé si vous êtes en train de manger, mais bon, j'étais obligé de montrer cette petite image. Suite à ce traitement, on va assister à un break des breaks, un petit glitch de niveau côté Novak Djokovic, et en fait on sent qu'il veut tellement expédier ses matchs du premier tour et s'économiser que ça peut contribuer à le tendre. Et ici VDZ qui va très judicieusement
judicieusement insisté sur le coup droit de Novak Djokovic qui, sur ce jeu, est complètement en feu. Le Hollandais volant qui va s'octroyer 2 balles de 7 sur le service de Novak Djokovic. Le public qui commence à rentrer dans la danse, à s'exprimer de plus en plus. On a l'impression qu'on a vécu ce scénario 150 fois avec la carrière de Novak Djokovic qui va se sauver avec un coup droit long de ligne, malgré le fait que ce coup droit ait été quelque peu erratique depuis quelques minutes. Et quand Novak pas content, Novak intimait l'ordre au public de se taire. Djokovic qui adore ce type d'ambiance, qui adore utiliser l'énergie, qu'elle soit négative ou positive, du public pour l'incorporer dans sa performance. L'arbitre en plus à ce moment-là, il essaie d'être sympa, il dit au public s'il vous plaît, je vais le dire poliment, mais essayez de vous taire. Et Djokovic lui dit non, tu lui dis pas poliment au public, tu lui dis pas poliment du tout. On avance, on se retrouve dans le tie-break de la 3e manche et là on peine à croire aux chances de VDZ qui est un joueur un petit peu sensible au niveau de la KBFA et qui joue le monstre absolu en face, même si Novak a pas un record extraordinaire sur les tie-breaks depuis un certain temps maintenant. Le Hollandais qui va se retrouver dans 2 positions d'attaque avec un petit slice ici à jouer et ça c'est trop difficile à cet instant, il va commettre 2 fautes. 400e victoire en Grand Chelem pour Novak Djokovic en carrière, je répète 400e victoire en carrière en Grand Chelem pour Novak qui sera passé par toutes les émotions, qui nous a fait une petite synthèse de ce qu'est Novak Djokovic sur les gros tournois, un joueur intense, émotif, merveilleux parfois, mais qui a toujours un petit peu de mal à gérer sa colère. En flash, désormais Stan Wawrinka qui a conclu son histoire à l'Open d'Australie, vainqueur en 2014, bien entendu, avec un set pris à Taylor Fritz, mais aussi une petite binouse partagée avec l'ami Craig Tiley. C'était la journée des Italiens aussi aujourd'hui, avec la qualification de Tarderi, de Sinner, on en a parlé en longueur, de Lorenzo Musetti également, l'un des meilleurs défenseurs du circuit, face à l'un des meilleurs arroseurs du circuit, Maraj, qui est à 82 fautes directes sur l'ensemble de la rencontre, et malgré le départ mou de Lorenzo Musetti, avec un service aux abonnés absents à 43% de première balle sur le premier set, qui a réussi à démontrer sa meilleure maîtrise du format global et à s'imposer dans la difficulté. Il est à 8 sur 29 sur ses balles de break, mais quand même un Lolo la musette en défense, c'est un petit régal. C'est l'heure de la reco du jour, mais il n'y a pas de reco, il faut regarder tous les matchs absolument la nuit prochaine. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez vous coucher maintenant, juste après avoir regardé cette vidéo, et vous vous réveillez à 3h30 du TUM pour regarder Carlos Alcaraz à Tommy Paul. Paul qui a toujours posé des difficultés sur dur à Carlos Alcaraz. Il faudra regarder ce match avec beaucoup d'appétit, beaucoup d'attention. Le Medvedev-Tienne qui va durer 7h30, je pense, cette rencontre, ça va être absolument colossal. Zverev Cerundolo, ça arrive d'être sympa aussi avec Cerundolo et sa grosse patte en coup droit, mais des émotions qui peuvent flancher de temps en temps. Zverev qui a été très bon sur ces 2 derniers tours, et puis le Bublik de Minor, qui pourrait manquer ça après la remontada épique à Roland-Garros l'année dernière. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez autre chose que des pâtes, essayez de trouver quelque chose d'autre. Un immense merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. En t'abonnant, tu soutiens un service volé, tu sécurises ta navigation, tu débloques du contenu sur toutes les plateformes de streaming disponibles, satisfait ou remboursé pendant 45 jours.